Francis Huster est un boulimique de travail, un passionné de théâtre. Lorsqu'il n'écrit pas un livre, il réalise un film, met une pièce en scène, il passe avec facilité du cinéma à la télévision, où on l'a vu d'ailleurs dans des grandes séries comme Terre Indigo, Les Dames de la Côte, Le Grand Patron, Zodiac. Quant au théâtre, s'il n'est pas sur plusieurs projets, il lui semble que le temps s'arrête. Ne serait-ce qu'en 2014, il a joué Love Letters avec Cristiana Reali, qu'on a pu voir à Marseille, Lorenz Assio, qu'il a joué et mis en scène dans le cadre du festival In Situ à Carqueiranne. À Paris, on a pu le voir dans La Trahison d'Einstein et Le Joueur d'échecs. En tournée, il est parti avec Dans la peau d'Albert Camus. Enfin, le voici dans L'Affrontement, pièce créée par Jean Piat et Francis Lalanne voici 17 ans, qu'il a reprise dans une mise en scène de Steph Suissa auprès de David Sardou. Nous les avons rencontrés au Théâtre Galie alors qu'ils s'apprêtaient à monter sur scène. Alors vous êtes pour la première fois ensemble sur scène, bien sûr. David, vous avez une jeune carrière. Alors quand on travaille avec un monsieur qui s'appelle Francis Huster et qu'on sait qu'il est très méticuleux, très exigeant, comment ça se passe? Il est là, il écoute pas. Au début, on se tient un carreau. Non, je dois dire, au-delà de... bouge tes oreilles, Francis. Au début, on est forcément intimidé, et puis le talent de Francis, il n'est pas seulement sur scène, il est aussi de vous mettre à l'aise, vous, en tant qu'acteur, avec lui. C'est-à-dire qu'il a la générosité de ne pas vouloir tirer la couverture à lui, de ne pas vouloir que tout soit autour de lui, et il pourrait très bien, parce qu'il y a beaucoup, enfin il n'y a pas beaucoup d'ailleurs, il y en a quelques-uns des acteurs de sa stature qui sont, on va dire, un peu trop sur eux et pas assez sur l'autre. Et Francis est encore meilleur quand il vous pousse à être meilleur. C'est-à-dire qu'il faut savoir le suivre, il faut savoir l'écouter, parce c'est un électron libre, Francis. Mais quand vous arrivez à accepter ça et à vous caler dans ce jeu-là, c'est un bonheur. Et je ne peux pas dire le contraire. Moi, ça m'a porté vers un niveau de jeu que je ne connaissais pas. Alors Francis, tu es un peu à tous les postes, tu es réalisateur, tu es metteur en scène, tu es auteur, tu es comédien. Qu'est-ce qui fait courir Francis, finalement? Je pense le sens actuel du théâtre, puisque c'est un sport, avec des mots, au lieu d'avoir une raquette ou un ballon de football, c'est d'être ancré dans son temps. Je pense que la grande évolution du théâtre, c'est d'obliger les acteurs de théâtre à prendre des leçons des acteurs du cinéma, qui sont d'un naturel époustouflant, qui sont surpris par ce qui se passe, qui découvrent en même temps que leurs personnages les bruits, les sons, la réalité de la vie, alors que le théâtre est un aquarium où le soleil ne vient pas, donc il n'y a pas d'ombre réelle, il n'y a pas quelque chose d'improbable au théâtre, tout est réglé au demeurant. Alors je pense que pour retrouver le sel de la vie, il faut que les acteurs eux-mêmes réinventent la vie, et ils peuvent la réinventer en jazzant, en prenant le texte dans tous les sens, par tous les côtés, en variant toute la présentation, suivant le public. À ce moment-là, on se dit en tant que spectateur, je vais voir une représentation ce soir qui ne se reproduira jamais. Donc la vie est là, et pas quelque chose qu'on a tellement reproché au théâtre, un côté théâtral, et on sait, et on est dirigé, et on parle pas comme dans la vie, et on bouge pas comme dans la... Non, c'est insupportable, c'est fini. Ce théâtre-là, c'est fini. Et donc, je pense que si les spectateurs viennent au théâtre en se disant que l'unique va leur être proposé, que cette représentation, ils s'en souviendront peut-être toute leur vie, ça c'est une motivation pour continuer à faire ce métier de comédien sur une scène de théâtre. Et puis, pour être ancré dans son temps, au-delà de la forme, il y a le fond. Ça veut dire que moi je ne veux plus jouer des pièces de théâtre qui ne parlent pas de ce qui bouleverse les gens dans leur vraie vie, là, en 2015. Et puis, il y a des pièces que j'ai interprétées en 2010, elles n'auraient aucun intérêt maintenant. Par contre, celle-là a de l'intérêt aujourd'hui.
parce qu'elle soulève des problèmes qui correspondent aux problèmes qu'on se pose aujourd'hui. Alors le prochain spectacle, pour David comme pour moi, forcément, et j'espère qu'il suivra cette morale, parce que c'est une morale de l'exigence, c'est pas de dire béni oui oui, tiens il y a un projet, pas du tout, c'est de choisir parmi les scénarios ou les pièces qu'on lui proposera, celle qui soulèvera un problème qui touchera les gens au départ. C'est-à-dire que les gens se disent, moi j'ai envie d'aller voir cette pièce. Et ça peut tout à fait correspondre à des pièces comiques. Par exemple, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? C'est un sujet formidable, c'est un sujet que toutes les familles se posent et qui est complètement universel. C'est pas de la rigolade de comédie comme ça part d'un fond, comme les pièces de Marivaux, de Molière, de Beaumarchais, partaient d'un fond. Alors quelquefois on peut avoir des pièces qui dans la forme ont une telle qualité d'écriture qu'elles deviennent des chefs-d'œuvre, et quelquefois, même s'il n'y a pas la qualité d'écriture d'un grand écrivain, il y a vraiment un fondement. David, jeune carrière théâtrale, mais déjà 2 nominations au Molière. Ça fait quoi? Ça fait peur? Ça fait plaisir? Non, ça stresse? Vous savez, on ne fait pas ce métier pour les médailles, mais c'est un encouragement supplémentaire. On est tellement... on cherche tellement à être adoubé dans notre métier, par le public d'abord, parce que c'est pour lui qu'on joue, mais aussi par ses camarades, par ses partenaires de scène, par le métier en général. Parce que finalement, c'est un tout petit milieu, le milieu du théâtre, et donc on se connaît à peu près tous, plus ou moins, on s'est croisés en tous les cas tous. Donc d'avoir une reconnaissance de ce qu'on admire, nous, c'est une motivation, bien sûr. Et on a besoin d'avoir confiance en soi pour faire ce métier-là. Il faut se remettre en question tout le temps, ça c'est une chose, pour, comme le dit très bien Francis, pour choisir. On doute tout le temps de nos choix, mais une fois qu'on est sur le plateau, il faut avoir une confiance totale en soi, et cette confiance on l'acquiert avec les années, avec les succès, parfois avec les échecs, et avec la reconnaissance de ses camarades. Alors bon, on connaît votre père, on sait que vous avez joué avec lui. Vous avez un frère qui est aussi romancier. Est-ce que vous avez dans l'idée qu'un jour il puisse écrire quelque chose pour vous deux? Mais tout à fait. J'ai envie de vous dire, quand le sujet lui viendra, ça sera une évidence. Et il le sait, et je le sais, et mon père le sait. Donc pour l'instant, on attend que l'idée passe. Mais oui, ça me plairait beaucoup. Francis, on te voit tous les ans à Carqueiranne, au théâtre in situ, donc comme tu en es un peu le parrain, puisque maintenant on a l'habitude d'attendre ta pièce. Est-ce que tu peux déjà nous dire ce qu'il va y avoir l'été prochain, cet été? Je ne peux pas encore le dire. Non. C'est drôle que tu m'en parles, parce que je vois Voyenne là dans les jours qui viennent. Donc on va décider, mais là je ne peux pas encore le dire. Donc je serai là. Savoir. Alors, en tant que tu es comédien bien sûr et metteur en scène, mais quand tu n'es que comédien, est-ce que le metteur en scène n'est pas un peu frustré, ou est-ce qu'il se laisse guider par le metteur en scène qui te remplace? Je ne suis pas frustré dans le sens où ce sont des œuvres que je ne mettrai pas moi-même en scène. Les pièces que je mets en scène, c'est un parcours qui n'a rien à voir avec celui de comédien. Même si quelquefois, paradoxalement, il m'est arrivé de mettre en scène des pièces que j'avais interprétées sous la direction d'autres metteurs en scène, parce que pour moi, c'était plus la même pièce en fait. Steve Suissa a fait comme 2-3 metteurs en scène de sa génération, comme Benoît Lavigne, comme Chola, comme Didier Long, comme Christophe Lidon. Il y a des metteurs en scène qui sont d'une génération qui pensent d'abord en premier lieu au bien-être des acteurs. Alors, quand on tombe sur un metteur en scène qui, en plus de sa technique imparable, s'occupe de vous, on ne le lâche pas. Et je pense que, par exemple, ce que Sautet a fait pour Romy Schneider, ce que Lelouch a fait pour Lino Ventura, pour Trintignant, pour Gérard, etc. Je pense qu'avec Suissa, on est tombé sur un vrai regard. Un metteur en scène n'est pas seulement quelqu'un qui vous dit il faut faire ci, il faut faire ça, parce que, franchement, je veux dire, le chef d'orchestre ne va pas se mêler de dire aux virtuoses du violon, du piano, joue comme ça. Non, mais s'il n'y a pas de chef d'orchestre, le virtuose aussi grand ou débutant soit, il ne sait pas jusqu'où il peut aller. Et donc, le metteur en scène, c'est avant tout
un docteur de l'âme. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se dit quels sont les problèmes que peut rencontrer cet acteur par rapport à ce texte, je dois les découvrir avant que lui-même ne les rencontre, pour le dévier de ces obstacles-là. Une interprétation, c'est un steeplechase. Si tu es trop près du rôle, tu vas tomber contre la haie. Il faut sauter avant tel passage, telle réplique, tel sentiment. Le metteur en scène n'est pas plus intelligent que l'auteur, mais il a un avantage et une qualité sur l'auteur, c'est qu'il connaît l'acteur, ce que l'auteur ne connaît pas. Donc l'acteur, le metteur en scène, c'est qu'il faut quelquefois une longue distance pour qu'il puisse donner le meilleur de lui-même. Un exemple typique, quand on voit les deux générations différentes, moi je suis quelqu'un qui est à la volée, qui monte au filet, qui prend tous les risques. Quelquefois, pouf, le texte passe au-dessus comme un lobe. Quelquefois, ce sont des dispatchs terribles et imparables. Et puis, alors je monte au filet. Et donc, c'est imprévisible, quoi. C'est presque insupportable de jouer avec moi parce qu'on sait que tout peut se passer. Alors que David, c'est quelqu'un qui est comme Borg, qui est comme Federer. Il attend, paf, il renvoie, l'air de rien, comme ça, paf, paf, paf. C'est pour ça que ce couple marche formidablement. Pour moi, je mets David dans la lignée des acteurs qui ont du génie, comme Jean-François Balmer, qui invente tout, comme Spiesser, comme ça, qui est là, qui part en dessous. Je veux dire, j'aime beaucoup jouer avec ces acteurs-là, parce que je ne me trouve pas de front avec quelqu'un qui douterait de ce que je peux faire. C'est comme une équipe de football, tout d'un coup ça marche parce que tu as deux personnalités tellement différentes qu'elles s'encastrent bien. Et ça, c'est la grande qualité d'un metteur en scène. Il ne faut pas croire que les acteurs font ce que le metteur en scène leur demande. C'est pas vrai. Le metteur en scène n'est pas là, alors un bon metteur en scène n'est pas là à leur dire le texte, je veux qu'on le dise comme ça, puis tu joues quoi, et à prendre la place de l'acteur et jouer le rôle à sa place. Non, un metteur en scène, c'est celui qui fait jouer l'acteur comme lui seul peut interpréter ce rôle. Et c'est pour ça que je pense qu'on a beaucoup de chance, car effectivement, il y a 3, 4 grands metteurs en scène de cette génération des 40 ans et qui, l'air de rien, un peu comme Jean-Paul Roussillon à la Comédie Française ou Planchon, qui ont révolutionné Molière, Chéreau qui a révolutionné Marivaux, je pense qu'ils sont capables de révolutionner le théâtre. Alors David, maintenant que le théâtre est bien ancré dans votre vie, puisque vous faites pas mal de succès et que vous avez des prix, oui, toujours du bois, est-ce que le cinéma fait appel à vous? Pas encore. Écoutez, on a tourné un film, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré Steve Fussa, un film sur la vie du boxeur Victor Young Pérez avec Brahim Asloum. Mais c'est vrai que le théâtre vous prend beaucoup de temps. Et Francis ne dira pas le contraire, et lui qui joue 365 jours par an. Et malheureusement, il y a beaucoup de tournages qui se font en dehors de Paris, qui se font quand vous êtes en tournée, comme nous c'est le cas, on part 5 mois là en tournée, on a 20 dates par mois. Vous ne pouvez pas avoir le temps de tourner. Donc il faut savoir prendre le temps. Moi je suis bien au théâtre, je suis heureux au théâtre. C'est un rythme qui me convient. Je ne suis pas frustré d'images, de pellicules, mais pour l'instant je suis au théâtre, je suis bien, donc je prends tout ce que je peux prendre et ensuite on verra. Je ne fais pas de plan de carrière. Ouais, on y va. Merci, merci beaucoup. Merci. Pour notre premier reportage sur le thème du mariage, faisons un passage au Fort Balaguier, cadre rêvé pour les photos de mariés. Bonjour, nous débutons un premier rendez-vous à la mairie de la Seine-sur-Mer où nous attendent Josiane et Florence, toutes deux responsables de l'état civil. Merci de nous accueillir aujourd'hui à la mairie de la Seine-sur-Mer. Vous êtes toutes les deux officiers de l'état civil. Bonjour Sylvie, c'est bien volontiers que nous vous accueillons dans nos locaux. Donc nous allons répondre à vos questions. Quelles sont les démarches et les formalités avant le mariage ? Donc je vais plutôt passer le micro à Florence qui est plus au fait de ce type de dossier puisqu'elle est en guichet régulièrement et qu'elle parmi ses missions, elle accueille les futurs époux. Bien, bonjour Sylvie et merci d'avoir pensé à nous. Donc il y a plusieurs étapes. La première, c'est que les mariés doivent venir chercher un dossier.
Donc on leur explique les différentes pièces à fournir, notamment l'acte de naissance, les pièces d'identité, un justificatif de domicile chacun et les pièces d'identité des témoins également. Ensuite, eh bien, quand ils ont réuni toutes ces pièces, ils se présentent donc tous les deux ensemble, là c'est une obligation, pour déposer leur dossier et c'est à ce moment-là que la date est fixée. Quand le dossier est complet et déposé, ben, nous publions les bans. C'est une obligation pour 10 jours. Ils peuvent, si le désirent, se marier au bout du 11e ou à la date donc, de leur choix. Florence, vous avez parlé de la publication des bans. Est-ce que c'est toujours 10 jours? Oui, Sylvie, c'est toujours 10 jours. Si les personnes donc, résident sur la Seine-sur-Mer, il n'y a pas de problème, au bout des 10 jours, on les marie. S'ils habitent ailleurs, nous sommes obligés d'envoyer la publication dans leur commune de résidence. Et donc là, on compte 1 mois de délai pour être sûr de recevoir les certificats de non-opposition au mariage, puisque c'est dans ce but-là que nous envoyons les publications. Donc, vous avez donc des futurs maris qui habitent loin, voire à l'étranger, donc qui reviennent se marier à la Seine-sur-Mer. Tout à fait, ça nous est arrivé à la fin de l'année 2014, des personnes qui résidaient à San Diego. Le marié était originaire de la Seine, donc il a souhaité se marier en présence de toute sa famille, donc il est venu sur la Seine. Et là, les publications sont plus longues puisque nous publions au consulat de France à l'étranger. Donc on compte à peu près 1 mois et demi de délai. Josiane, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu des chiffres des mariages pour l'année 2013 et 2014? Bien sûr, nous avons regardé et on constate qu'il n'y a pas forcément une grande progression dans les célébrations. Donc pour 2013, on compte 220 mariages et 2014, 204. Donc c'est toujours aux alentours de 200. Merci Josiane et Florence de m'avoir accueilli aujourd'hui dans les bureaux de la mairie de la Seine-sur-Mer. C'était un plaisir, bien volontiers. Et puis pour d'autres sujets, on est à votre service. Le plaisir était partagé. Merci à vous. Et retrouvons ensuite Emmanuelle Guillard, qui sa passion est d'organiser des mariages de rêve. Elle nous reçoit dans son agence. Emmanuelle, bonjour. Merci de nous accueillir chez vous aujourd'hui. Bonjour Sylvie. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur vous et le fonctionnement de votre agence? Alors, donc je suis Emmanuelle, j'ai créé mon agence depuis 6 ans, donc l'agence Manureva. Je suis wedding planner et officiante de cérémonie laïque. Et donc je travaille dans tout le Var, un peu le 83 et le 06 et le 13. Donc voilà, et je fais entre 25 et 35 mariages par an en fonction des saisons. D'accord. Quelles sont les démarches pour trouver une wedding planner aujourd'hui? Donc les demoiselles, quand elles ont eu enfin leur demande par leur chéri, la première chose qu'elles vont faire, c'est généralement aller sur internet, aller sur les forums, visiter un petit peu tous les blogs et donc forcément les sites internet. Donc la première chose, c'est un contact généralement suite à la visite sur le site internet ou par téléphone ou par mail. À la suite de ça, en fait, on fait un rendez-vous directement chez eux, en fonction de la région dans laquelle ils sont, sinon par Skype. Et la deuxième façon de trouver un wedding planner, c'est les salons du mariage. Quel est le rôle d'une wedding planner en fait, pour les mariés? Donc la première chose, c'est de les soulager dans la préparation. Alors aujourd'hui, les couples qui se marient ont généralement une situation professionnelle et des enfants. Donc ils n'ont pas forcément l'envie de perdre du temps avec cette préparation, mais ils veulent quand même avoir une belle journée. Donc on est là pour leur proposer en premier lieu les prestataires qui vont correspondre à leur envie et à leur budget suite à l'établissement d'un cahier des charges. Et ensuite, une fois que les prestataires sont trouvés, on a tout le coaching avec les rendez-vous mensuels sur la préparation de la journée, la gestion du stress au niveau des préparatifs, la gestion des invités. Et évidemment, on finit par le jour J, où on est présente de la préparation de la mariée jusqu'au gâteau pour gérer tous les prestataires, l'organisation, la logistique,
les éventuels imprévus et la gestion des invités, des surprises, toute la gestion du stress. J'imagine qu'au fil de l'organisation, des liens se créent avec les mariés. Alors on rencontre les mariés généralement, la première fois ils sont à 12 ou à 18 mois de leur date de mariage et on va les rencontrer pratiquement une fois par mois. Donc évidemment, c'est des rendez-vous où on va parler de quelque chose qui est très intime, qui joue éventuellement sur l'affect avec eux mais avec leurs proches. Donc évidemment on crée un lien qui est assez précieux et on crée une confiance indispensable pour le jour J. Et donnez-nous quelques ingrédients pour un mariage réussi. La première chose c'est de penser à soi. Donc c'est-à-dire que les mariés, il faut un peu oublier tout ce qui est protocole, tout ce qui fait mariage ou pas mariage. Il faut oublier que les envies des invités ou les envies de la belle famille, voilà, tout en respectant évidemment tout le monde, mais on fait essentiellement en fonction de ce qu'on a envie et de s'écouter soi-même. On fait un mariage pour soi, pour l'engagement pris surtout. On n'oublie pas qu'au-delà de la journée, il y a surtout un engagement qui va durer de nombreuses années. Donc évidemment, on essaye de faire quelque chose qui leur ressemble et qui est cohérent avec leur caractère et leur budget et leurs envies. D'accord. Manu, pour conclure, un de vos meilleurs souvenirs de mariage qui se sont déroulés à la Seine. Alors, il y en a plusieurs. Le premier, ça sera, donc, on avait fait une rencontre des mariés, donc c'est-à-dire que les mariés se rencontrent seuls avant d'aller à la mairie. Et donc on avait fait la rencontre au parc de la Navale. Donc ce parc qui est quand même super bien aménagé au niveau du sol et voilà, au niveau paysagiste. Donc du coup on avait caché le marié sur la longue ligne de promenade qu'il y a en bord de mer. Et la mariée est arrivée dans son dos, donc forcément on a des photos qui sont magnifiques parce qu'on avait tout le port de la Seine en fond, on avait toute la mer et on a des plans aussi avec de la verdure. Donc ça permettait voilà, d'avoir un bon moment assez fort pour eux avant de partir à la mairie retrouver tous leurs invités. Un autre qui est assez marquant, c'était un mariage avec un thème très poussé qui était sur un thème country. Et donc les mariés avaient demandé à tous leurs invités d'être habillés en cow-boy. Donc à la sortie de la mairie, tous leurs amis qui faisaient de la country avec eux avaient créé une haie d'honneur avec tous les hommes équipés comme il fallait bien dans ce temps-là. Et ils en ont fait, au lieu de lancer des confettis, ben, en fait ils ont tiré en l'air évidemment à blanc, évidemment, de façon à créer vraiment un effet comme si on y était là-bas et que voilà, comme dans les films de cow-boy. Donc ça avait créé une bonne ambiance avec toutes les voitures américaines qui étaient garées devant, tout ça et tout. Donc ça avait donné un côté très festif et totalement dans le thème du mariage. Emmanuel, merci de nous avoir accueillis chez vous aujourd'hui. Merci Sylvie, et bonne continuation. Partons maintenant à la rencontre de Jordan Delvoye, coureur cycliste au VS Sénois, que nous avons suivi sur ses routes d'entraînement et à qui on a posé quelques questions. Salut, c'est Delvoye Jordan, bienvenue sur 13 bis TV. Je m'appelle Delvoye Jordan, j'ai 22 ans, donc bientôt 23 en février.
Et donc j'ai passé 2 années, mes premières années de cyclisme au Vélosport Sénois, en tant que cadet première année, donc à l'âge de 14 ans. Maintenant ça va faire la 5e année que j'ai évolué au Vélosport Sénois et j'en suis très fier. J'ai beaucoup progressé et ça s'est bien passé. L'entente avec les coureurs de mon club, toujours une bonne ambiance et une bonne entente. C'est ce qui compte au sein du club. Montrer le maillot pour élever le club, c'est notre première règle principale. Type de coureur, je dirais plus complet, autant grimpeur que rouleur, même sur le contre-la-montre, j'en ai fait ma spécialité, donc il n'y a pas de souci sur ça. Ben, mon bilan, même si sur quelques courses j'ai été déçu de ne pas décrocher la victoire, forcément c'est une bonne année pour moi. Je me suis vraiment amélioré sur tous les points, autant en montagne que sur le plat ou en sprint. Ça s'est très bien passé et l'entente avec mon entraîneur est toujours agréable et mes coéquipiers également. Ben, début de saison, c'est vrai que je me suis assez préparé en début de saison pour les premières courses comme Brignoles ou Carcès ou encore les Boucles du Haut-Var qui vont arriver dans pas longtemps. Et je souhaite faire un top 10, ça serait vraiment agréable pour mon début de saison. L'année, c'est vrai que il y a toujours l'été les nocturnes pour montrer le maillot, forcément, parce qu'il y a les sponsors qui sont là sur les courses, donc c'est très important. Mais forcément, il y a aussi les championnats de France donc sur piste et sur route également, ainsi que les championnats régionaux contre-la-montre par équipe et individuel. C'est grâce à mes coéquipiers que j'y arrive vraiment quoi, sur ces nocturnes. Quoi. Ils m'aident vraiment, notamment Benoît Révélo de la Seine. Et en plus, on a eu une nouvelle recrue, étant Florent Ferrero du Vélosport Hiérois, qui nous aura rejoint. Et forcément, c'est un sport solitaire, c'est avec des efforts solitaires, mais aussi c'est un esprit d'équipe régulièrement. Quoi. Il faut vraiment l'avoir et c'est très important pour progresser. Ben, c'est vrai que la piste... beaucoup de coureurs l'oublient, mais ça apporte énormément pour la route en tant que puissance et force déjà. Après, ça aide au niveau des intensités, on peut compléter l'entraînement sur route. Je le souhaite à tous les coureurs d'essayer la piste si vraiment ils n'essayent pas de s'y mettre, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a sur nos premiers débuts de piste, il y a souvent des chutes et on fait pas attention, quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui me le disent, pourquoi tu pars pas de la Seine? Ben, c'est vrai que déjà, bon, avec mon entraîneur, on a une vraiment bonne entente niveau respect et confiance, et ça c'est très important. Également la mentalité du club aussi, la cohésion du club, qui est très importante, quoi, qui nous aide vraiment à nous, coureurs. Et de toute façon, je trouve que j'ai encore des preuves à montrer dans le Vélosport Sénois, quoi, pour pouvoir progresser, peut-être aller dans des grosses équipes de division nationale 1 ou peut-être qui sait division nationale 2, mais pour moi j'ai encore des preuves à faire. Je pense pas qu'on est obligé d'avoir une grosse équipe pour y arriver, on peut être seul et essayer de quand même frotter avec les plus gros au niveau national. J'ai envie de dire, bon, avant tout, c'est une passion, le vélo, c'est du plaisir, on prend le plaisir à voir les paysages, voilà, mais c'est vrai que 5 heures, 6 heures de vélo, des fois, ben, on se pose des questions, on se remet en question, souvent, on souffre peut-être ou pas, tout dépend des entraînements, et on commence à apprendre à s'affirmer, en fait.
à s'affirmer surtout et à se connaître soi-même surtout. Pendant ces 5 heures de vélo par exemple. On se pose plein de questions sur l'avenir ou sur le passé et voilà, et le mental se forge grâce à ça. Ben oui, beaucoup de gens me disent oui, c'est vrai que il faut juste pédaler pour gagner et tout, alors que c'est complètement faux. Il y a beaucoup de tactiques, de techniques, tout dépend l'arrivée de la course, le dénivelé, je dirais la météo, voilà, tout joue pour pouvoir gagner une course. On n'est pas obligé d'appuyer fort sur les pédales pour gagner. Je dirais Zazie, sans hésitation parce qu'elle est naturelle et simple, tout simplement.